Les orateurs peuvent enlever le masque uniquement pour pas lui. Bonjour. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être présents pour cet atelier sur le carbone dans la chaîne alimentaire. Je vous remercie d'être venus malgré l'épidémie et on est vraiment très content d'être là pour vous présenter ce qui est fait. Je vous laisse vous installer pour ceux qui viennent d'arriver. Je commence maintenant parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, donc sinon ça va presser un petit peu les conférenciers. Donc je vous propose un atelier en 3 temps. D'abord avec un chapeau sur le carbone avec Damien Huet, le directeur de l'association Bilan Carbone, qui va vous présenter un petit peu les différents postes d'émission. Puis c'est un binôme qui présentera les spécificités de la filière lait, Anne-Sophie Grémy-Passas de la coopération agricole laitière et Soline Franck de la coopérative Sodial. Et ensuite, un dernier point sera fait sur les spécificités de la filière sucre avec l'intervention de Michel Mangion de la coopérative Cristal Union. Voilà. On essaiera de brosser avec ces différents intervenants les différents postes d'émission et comment nous travaillons au sein des coopératives pour réduire ces émissions. Au niveau de l'organisation, vous ne pourrez pas participer comme précédemment avec un micro qui sera passé. Il faudra poser vos questions directement en ligne. Et donc, je vous ai donné le petit processus pour arriver jusqu'au bon endroit pour pouvoir poser vos questions. Et puis comme ça, on pourra faire un petit temps de questions-réponses à la fin des présentations. Et puis, si vous n'avez pas le temps de poser vos questions, vous pourrez toujours passer sur le site de la coopération agricole, qui est donc sur le stand PL34 et sur le site de la coopération agricole, donc lacoopagri.coop. Voilà, je laisse tout de suite la parole à Damien Huet de l'association Bilan Carbone. Et hop. Non. Je vais y arriver. Oui, c'est bon. Affichage. Merci. Donc, merci Virginie. Bonjour à toutes et tous. Merci de m'accueillir. Alors moi, je ne suis pas un expert des coopératives agricoles et de l'alimentaire. Je voulais introduire le sujet en parlant un peu de carbone et ce que ça implique sur le sujet d'aujourd'hui, alors à savoir l'agriculture, l'alimentation, les industries agroalimentaires. Alors, juste pour me présenter peut-être rapidement, l'association Bilan Carbone, on a été créé par l'ADEME il y a une dizaine d'années pour porter la méthode du bilan carbone, comme notre nom l'indique. Et depuis quelques années maintenant, on s'attache à développer d'autres outils, d'autres méthodes. Je vous les présenterai rapidement tout à l'heure pour tenter avec vous, alors que ce soit citoyens, entreprises ou collectivités, d'accélérer cette transition. Alors quand on parle de carbone, en tout cas à l'association Bilan Carbone, on aime bien parler de comptabilité et de budget carbone. C'est important à avoir en tête. On a un seul budget carbone à se partager à l'échelle planétaire. Et quand on parle de budget carbone, très vite, on arrive à cette notion de responsabilité des acteurs sur les plans d'action de réduction. Là, je vous ai mis juste un petit slide pour vous présenter en fait l'urgence. Je pense que vous la maîtrisez tous maintenant. Mais de se dire que selon les préconisations du GIEC, par rapport au budget carbone qui nous resterait à émettre à l'horizon 2100, si on continuait à émettre au niveau actuel, très rapidement, en gros, il nous resterait entre 8 et 20 ans, en fonction des scénarios, avant de dépasser ces fameux scénarios de degrés. Voilà, donc je rappelle encore là l'urgence. Entre 8 et 20 ans, ça fait en gros 10 ans. On vient alors, je vais parler à l'échelle française, par exemple, mais je donne un exemple. On vient d'élire nos nouveaux décideurs publics et politiques. C'est 6 ans de mandat. C'est quasiment le dernier mandat pour agir avant finalement d'atteindre cette notion de trajectoire et de dépassement de degrés. Donc ça, c'est au niveau global. Ensuite, au niveau national, la France s'est attachée finalement à traduire ce budget carbone dans un document
réglementaire, ce qu'on appelle la stratégie nationale bas carbone, qui est très important pour nous puisqu'elle donne des plafonds d'émissions de gaz à effet de serre à ne pas dépasser par périodes successives de 4-5 ans. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que finalement, cette stratégie nationale bas carbone, elle est déclinée par grands secteurs d'activité. Donc on va pouvoir, quand on est un acteur des transports, du logement, de l'agriculture, de l'énergie, s'attacher et connaître finalement le budget carbone qu'on a à partager avec nos confrères et nos collègues industriels sur le sujet. Donc ce qui revient finalement à construire, alors je pense que vous avez tous entendu parler de cette notion des trajectoires bas carbone et de connaître le plafond d'émissions à l'échelle à l'échelle de l'entreprise. Donc ça, c'est ce qu'indique la stratégie nationale bas carbone avec deux objectifs que je cite rapidement ici. Un objectif de réduction de 40% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990 à l'horizon 2030 et un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Alors, il y a un biais pour nous, en tout cas à l'association Bilan Carbone, mais je pense que je ne suis pas le seul à le partager, c'est qu'aujourd'hui, on est sur cette stratégie nationale bas carbone, sur une prise en compte des émissions directes, ce qu'on appelle les émissions territoriales. Et du coup, dans tous nos documents réglementaires et prospectifs, on ne prend pas en compte les émissions importées, ce qu'on appelle communément l'empreinte carbone. Ce qui peut être problématique, surtout quand on s'intéresse à un sujet comme l'agroalimentaire, l'agriculture ou l'alimentation, où on a beaucoup... Enfin, l'impact des produits importés reste considérable. Voilà, donc je présente ça rapidement. Je voulais citer aussi une étude de l'IDRI, qui est l'Institut du développement durable et des relations internationales, qui l'année dernière a sorti une étude très intéressante, alors je vous la conseille si vous êtes acteur du secteur, sur alimentation et gaz à effet de serre, qui rappelle le chiffre que l'alimentation, c'est-à-dire de la production agricole jusqu'à l'assiette chez le consommateur, est responsable d'un tiers du bilan national de nos émissions. Mais ce qu'elle dit aussi, cette étude, c'est finalement quand on s'intéresse au découpage et au bilan carbone par secteur, c'est que l'étape de production agricole, elle représente les 2/3 du bilan de l'alimentation. Et donc là, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet des acteurs des coopérations et des coopératives agricoles, notamment sur ce qui est attrait à la fabrication et des engrais azotés, mais également la fermentation entérique, des ruminants et autres. Donc ça, je passe là-dessus. Mais l'impact de la production agricole est non négligeable, et notamment l'impact de l'élevage, puisqu'on reste sur une prédominance en termes d'émissions de gaz à effet de serre d'élevage en France. Et puis après, il y a deux chiffres qui sont intéressants aussi, c'est que finalement, on a quasiment un tiers des émissions qui sont liées au transport de marchandises, et que 10% des émissions liées à l'alimentation sont liées au déplacement des personnes pour leurs courses ou la restauration hors domicile. Je vais passer assez vite là-dessus parce que c'est très technique. Je voulais pas. L'idée c'est pas de taper taper sur le doigt des acteurs des coopératives agricoles. L'agriculture est un secteur relativement complexe qui en plus est lié à d'autres sujets comme la forêt et l'industrie. Je voulais juste rappeler là-dessus que on était sur des secteurs. Contrairement à d'autres secteurs qui étaient plutôt liés à des émissions d'origine biologique, notamment à des procédés biologiques, comme je vous ai cité tout à l'heure, la fermentation entérique ou l'utilisation d'azote dans les sols, et qu'il y avait un rôle non négligeable, et notamment on l'a vu tout à l'heure dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone, en termes de stockage du carbone. Il faut savoir que dans la stratégie nationale bas carbone, quand on parle de neutralité carbone à l'horizon 2050, ne sont pas pris en compte les technologies de séquestration et de captage de CO2. Donc on ne parle pas de technologie, on parle bien de l'impact de la forêt et des prairies dans les sujets de neutralité carbone. Donc c'est très important à prendre en compte, puisque du coup ça implique quoi? Ça veut dire qu'il faut augmenter le potentiel de développement de la biomasse à l'échelle de nos territoires, et y compris avec les acteurs de l'agriculture. Puis c'est un secteur fortement dépendant du climat et de la météo, mais ça je pense que vous le savez tous. Alors très rapidement, parce que je pense que le temps tourne, mais pourquoi et comment compter le carbone? Finalement c'est le cœur et le sujet même de notre activité à l'association. C'est pas uniquement réaliser un inventaire d'émissions de gaz à effet de serre, c'est identifier bien sûr votre profil d'émissions, d'identifier les secteurs les plus émetteurs, mais c'est surtout, et pour moi, une opportunité d'identifier les risques et opportunités liées au changement climatique, et donc d'anticiper le risque climat.
On parle beaucoup de taxes carbone, on parle beaucoup d'évolution de la réglementation sur ces sujets, on parle beaucoup de risques physiques. Je pense que les acteurs agricoles le savent. Et l'idée de compter le carbone et de mieux le compter aujourd'hui, c'est-à-dire d'être exhaustif dans son exercice de comptabilité, c'est un premier pas vers l'anticipation du risque climat. Qu'on parle d'agriculture, d'agroalimentaire ou d'alimentation, il faut savoir quand même qu'on est sur 3 secteurs fortement dépendants des énergies fossiles. Et que si on souhaite réussir un de nos paris dans les prochaines années de sortir des énergies fossiles, ça remet forcément en cause les modèles économiques des différents acteurs que vous situez dans l'agroalimentaire, l'agriculture ou l'alimentation. Donc ça, c'est important à avoir en compte. Je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous parler de ce qu'on propose, nous, rapidement, puisqu'on a commencé à parler de comptabilité carbone. Nous, à l'association Bilan Carbone, on est persuadé que ces enjeux seront pris en compte en passant d'abord par la formation et la culturation des acteurs sur tous ces sujets. Et ce qu'on met à disposition des acteurs, c'est des parcours de maturité. Alors, on n'est pas bureau d'études, on n'est pas prestataire, je dis naturellement. Mais par contre, on est là pour vous présenter ce qui existe aujourd'hui en tant qu'acteur TPE, PME, acteur du secteur agroalimentaire comme outil de la comptabilité jusqu'à l'évaluation de votre stratégie climat. Là, je vous en ai cité quelques-uns. Donc, le bilan carbone, bien entendu, puisqu'on le porte, mais également des méthodes ADEME comme le Quanti-GES qui vous permet d'évaluer vos actions que vous mettez en place, ou une méthode qui vient de sortir l'année dernière officiellement, qui est la méthode ACT pour évaluer la stratégie climat des organisations et qui est portée par l'ADEME. Je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps ou pas. J'ai pas de temps. Alors, je pense que vous aurez à disposition les supports après la formation. 3 sujets pour moi qui sont importants pour vous. C'est Climagri, un outil dédié de diagnostic adapté aux enjeux de l'agriculture. C'est Agribalise aussi. Il faut savoir que l'ADEME fait un gros effort de mise à disposition des données, notamment des données ACV pour les acteurs de l'agroalimentaire et de l'agriculture. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le portail de Agribalise. C'est public et libre. Et ensuite, ACT, je vous le dis sans rentrer dans les détails, il y a une méthode dédiée à l'agriculture et à l'agroalimentaire, puisque ce sont des méthodes sectorielles qui devraient sortir d'ici la fin de l'année et qui sera adaptée finalement à vos enjeux. Voilà. Désolé, c'était un peu court, mais voilà. Merci. Merci Damien. C'est vrai que c'est toujours compliqué de faire court sur ce genre d'atelier. Mais on va passer tout de suite la parole à Anne-Sophie qui va pouvoir justement expliquer comment elle met en place, elle, un accompagnement auprès des coopératives sur cette thématique climat et carbone. Bonjour à tous. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous présenter comment les coopératives laitières sont engagés pleinement pour le climat et moi je vais parler plus spécifiquement de tout ce qui peut concerner l'amont laitier. Donc déjà les coopératives agricoles sont engagées pour le climat et l'enjeu majeur est le carbone, la thématique de l'atelier de ce jour. Et j'ai choisi de vous le présenter sous 2 volets. Le volet atténuation du changement climatique et le volet adaptation au changement climatique. Donc j'y reviendrai par la suite sur ces 2 volets-là. Je veux juste préciser que les coopératives laitières collectent et transforment du lait pour les 3 espèces, donc le lait de vache, le lait de chèvre et le lait de brebis, même si le lait de vache reste majeur pour les coopératives laitières. Et à ce titre, elles sont engagées au sein des interprofessions des 3 espèces. Donc là, je vous ai mis les logos sur le diaporama. Vous avez le CNIEL, l'interprofession lait de vache, l'ANICAP, qui est l'interprofession lait de brebis, et puis il y a FBL, qui est tout récente, qui est une association à vocation interprofessionnelle, donc France Brebis Laitière. Donc, je vais commencer ma présentation sur la partie atténuation du changement climatique. Donc, tout d'abord, les coopératives laitières, elles n'interviennent pas seules. Elles interviennent au sein d'une démarche structurée, collective, au niveau des interprofessions que je viens de vous présenter pour les 3 espèces.
Et les coopératives laitières prennent pleinement leur place et sont actrices au sein de ces interprofessions et auprès de leurs agriculteurs. Donc la démarche qui est mise en place est en 3 volets. Le premier, c'est d'abord sensibiliser à la fois les conseillers et les éleveurs. Les conseillers parce qu'ils peuvent être des relais auprès des éleveurs. Et les éleveurs, bien sûr, puisque c'est eux qui vont mettre en place au sein de leur ferme les leviers d'action pour réduire les empreintes carbone. Pour cela, il existe un outil Self-CO2 et donc Soline Franck qui reviendra juste après. Donc, première étape, sensibiliser. La deuxième étape, c'est donc mesurer, puisque pour réduire, il faut d'abord faire un état des lieux. Et à ce titre, il existe un outil développé par l'Institut technique, l'Institut de l'élevage, CAP2ER, pour calcul automatisé des performances environnementales en élevage de ruminants. Il faut savoir qu'il existe 2 niveaux. Un premier niveau qui sert à faire une photo, en fait, un état des lieux. Et le deuxième niveau qui est plus avancé et qui permet de développer un plan d'action. Le plan d'action, c'est justement le 3e point qui permet de réduire l'empreinte carbone sur les fermes grâce à un plan carbone qui est donc co-construit entre l'éleveur et le conseiller. Et c'est à ce niveau que les coopératives interviennent grâce à leurs conseillers. Et enfin, pour valoriser les efforts mis en place par les éleveurs, il faut aussi valoriser, et notamment économiquement, avec donc notamment le label bas carbone, qui est une initiative mise en place par le ministère chargé de l'écologie, et les coopératives y prennent leur part aussi au sein de ce label. Alors très rapidement, le label bas carbone, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un dispositif qui est complet sur 5 ans. La première année, ça consiste à faire donc un état des lieux et donc un plan carbone que je viens de vous présenter à l'instant. Donc on utilise l'outil CAP2ER ou tout autre outil reconnu équivalent par les interprofessions. Il y a en année 3 un constat de mi-parcours qui est réalisé pour voir comment le plan carbone est mis en place, les leviers qui sont mis en place. Et puis en année 5, et donc il y a un nouvel état des lieux qui est mis en place et qui permet de calculer le gain carbone par rapport à l'année 1. Alors, il faut savoir, comme je vous ai dit tout à l'heure, que donc, les coopératives laitières interviennent sur les 3 espèces. Et donc là, je vous ai présenté la démarche qui a été mise en place au niveau du CNIEL, l'interprofession lait de vache, et qui est structurée au sein de la démarche ferme laitière bas carbone, que certains ont peut-être déjà entendu. Mais le même type de démarche existe pour le lait de chèvre et le lait de brebis. Notamment l'outil CAP2ER est en train d'être décliné et adapté à ces petits ruminants, mais c'est la même démarche qui est mise en place. Simplement, la filière lait de vache étant majoritaire, elle a été pionnière sur la mise en place de cette démarche. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire sur la partie atténuation du changement climatique. Maintenant, je vais passer au deuxième volet, qui est l'adaptation au changement climatique. Donc, de même, les coopératives laitières sont pleinement actrices dans le déploiement de ces projets-là. Et là, ça passe plutôt par des projets de recherche et développement. Et je vais en citer un. Donc, j'ai pris l'exemple du lait de vache. Donc, un projet qui a été porté et financé par le CNIEL, donc l'interprofession lait de vache, qui s'appelle Climalait, et qui a permis de trouver des pistes d'adaptation pour les agriculteurs sur 3 thématiques. Là, je vous les ai mis. Donc, la culture et la pousse de l'herbe, les bâtiments d'élevage et l'adaptation des animaux, notamment au travers du levier de la génétique. Et ensuite, ces travaux sont utilisés par les coopératives, notamment pour déployer les résultats et les leviers d'action qui peuvent être mis en place par les éleveurs, donc grâce au réseau des conseillers laitiers. Voilà très rapidement ce que je voulais présenter sur le volet adaptation au changement climatique. Et pour être plus concret,
Je vous propose un exemple d'une coopérative laitière qui a mis en place ce genre de démarche, donc Sodial Union, et je laisse la place à Soline Franck qui va vous expliquer leur démarche. Bonjour à tous, donc Soline Franck, je travaille chez Sodial Union, une coopérative laitière sur les dossiers RSE liés à la production laitière dans nos élevages. Sodial Union, on représente un éleveur sur 5 en France et on collecte 4,7 milliards de litres de lait dans 73 départements. Au niveau de notre stratégie carbone, aujourd'hui, elle est dictée par un objectif, une trajectoire qui est interprofessionnelle, qui a été fixée au niveau du CNIEL, qui a pour objectif de réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre entre 2016 et 2025. Donc nous, on a inscrit notre stratégie carbone dans cette trajectoire-là. Et pour atteindre notre objectif final, qui est améliorer l'empreinte carbone à l'échelle de notre coopérative, on utilise 3 outils qui correspondent à trois niveaux. Il y a le premier niveau qui est sensibiliser les éleveurs via un outil qui s'appelle Self-CO2, qui est un autodiagnostic. Ensuite, il y a l'étape d'évaluer l'empreinte, la mesurer. Et pour ça, on utilise Cap2ER, qui vont être suivis systématiquement de plans d'action. Et pour rétribuer les efforts des agriculteurs, on utilise le label bas carbone. Au niveau du Self-CO2, donc c'est un autodiagnostic qui a été développé par l'Institut de l'élevage, qui est accessible directement sur l'extranet de nos producteurs. Donc ils peuvent remplir très facilement cet autodiagnostic en ligne. Il y a une trentaine de questions et ça leur permet d'avoir une première estimation de leur empreinte carbone, l'empreinte carbone de leur atelier lait. Et donc dans cette empreinte carbone-là, on mesure bien l'empreinte nette, c'est-à-dire les émissions de l'atelier laitier, moins le stockage, principalement via les prairies et les haies. Et ça nous donne l'empreinte carbone nette de l'élevage. C'est un outil qui permet également de donner d'autres informations à l'éleveur, sa performance nourricière, combien de personnes il nourrit via sa production. Ça lui donne une information sur son stockage carbone et sur sa contribution à la biodiversité. Donc c'est un outil aussi qui nous permet de parler positivement de l'élevage. Alors bien sûr, on est un secteur majoritaire d'émissions de gaz à effet de serre pour l'agriculture en France, mais on a aussi du coup beaucoup de leviers d'action et on peut avoir un impact fort puisqu'on est un acteur majoritaire des émissions. Donc ça, c'est le premier outil qu'on utilise pour accompagner nos éleveurs, c'est l'étape de sensibilisation. Pour motiver nos éleveurs à utiliser cet outil-là, on a mis en place donc l'outil directement accessible sur notre extranet et on a mis en place une prime incitative pour les éleveurs. Donc aujourd'hui, on en a 7000 sur nos 7000 éleveurs qui ont répondu sur nos 11 000 exploitations. Sachant qu'il y a 2 ans, on était à 800. Donc on a eu une belle progression. Deuxième étape, c'est évaluer l'empreinte carbone. Donc ça, c'est plus un autodiagnostic, c'est vraiment un audit tierce partie sur l'exploitation et qui permet de rédiger un plan d'action. On va donner des clés à l'éleveur pour savoir quels sont les leviers d'action qu'il peut activer pour réduire son empreinte carbone. C'est un audit beaucoup plus long, c'est 3 heures sur l'exploitation, fait par un technicien agréé. Et là, il y a environ 150 données d'entrée à saisir. Et ça nous donne le bilan que vous voyez à droite, qui est en tout petit, mais que vous pouvez trouver facilement sur le site de l'Institut de l'élevage, donc qui correspond au résultat du Self-CO2. On a eu, lors du lancement de la ferme laitière bas carbone, au niveau de l'interprofession, on a eu 1500 diagnostics Cap2ER qui ont été déployés. Notre objectif aujourd'hui, c'est d'en déployer 1000 de plus et toujours de les faire suivre d'un plan d'action pour que non seulement il y ait diagnostic, mais qu'il y ait aussi un conseil aux éleveurs
pour améliorer leur empreinte carbone. Sur nos 1000 là qu'on a sollicité depuis l'appel à candidature qu'on a ouvert depuis juin, là on a déjà 500 qui sont volontaires, donc ça montre que les éleveurs ont pris en main ce sujet également. Et dernier outil qu'on utilise, c'est le label bas carbone dont a parlé Anne-Sophie tout à l'heure. C'est un dispositif qui accompagne les éleveurs sur 5 ans avec notre diagnostic CAP2ER initial, avec le suivi du plan d'action et un diagnostic final en année 5 qui permet de mesurer la réduction réelle des émissions de gaz à effet de serre de l'élevage. Il y a eu un premier appel à projet qui a été lancé au niveau français, auquel 391 exploitations ont répondu, et ces 391 sont portés par 22 porteurs de projets, dont Sodial Union. Et ça correspond à une estimation de tonnes évitées d'ici 5 ans de 71 000 tonnes de CO2. Chez Sodial, concrètement, sur les 91 exploitations, il y en a 95 qui sont des exploitations Sodial, et on a fait le choix au niveau de la coopérative de proposer cet outil-là à coût nul pour l'éleveur, puisque bien sûr, en fonction de ces réductions d'émissions, il va pouvoir toucher des crédits, mais l'investissement initial étant important, on a décidé d'accompagner nos éleveurs. Et donc, pour finir, notre stratégie carbone et l'accompagnement de nos éleveurs sur ce sujet-là, ça sert un triple objectif. Ça permet à la fois de l'éleveur d'améliorer sa performance économique via une augmentation de son efficience. On se rend compte que les élevages les plus performants environnementalement sont aussi les élevages les plus performants économiquement. Ça sert aussi l'objectif de la filière de réduire de moins 20% de nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 5 ans. Et ça sert l'objectif de neutralité carbone dont a parlé Damien tout à l'heure, d'atteindre la neutralité carbone pour la France en 2050. Voilà, la route est longue mais belle. Merci Soline. On passe maintenant à la dernière présentation pour vous donner un deuxième retour d'expérience pour la coopérative Cristal Union. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc Michel Mangeon, directeur RSE de Cristal Union. Cristal Union est une coopérative dont la mission est d'obtenir la meilleure valorisation pour les betteraves de nos adhérents, nos quelques 10 000 adhérents planteurs. Et donc c'est bien la nature qui fabrique le sucre et qui le concentre dans les betteraves de nos planteurs. Et notre coopérative va extraire ce sucre, soit en le cristallisant pour faire du sucre, soit au travers de substrats sucrés et pour le fermenter et produire de l'alcool ou du bioéthanol. Nous avons 11 sites industriels, dont 8 sucreries, et nous représentons 40% de la surface betteravière française. D'où notre mission, valoriser l'énergie de nos territoires. Et oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans notre dernier rapport RSE, donc je tiens à votre disposition pour ceux que ça intéresse, après, notre direction générale s'est engagée à devenir leader dans la décarbonation. Donc nous verrons de quelle manière. Et donc tout naturellement, nous nous sommes portés candidats dans un programme soutenu par l'ADEME pour mesurer notre bilan carbone ou bilan gaz à effet de serre. Et voilà une présentation des résultats rapide. Alors vous voyez que sur 100% d'impact carbone, alors en équivalent carbone, finalement l'agriculture a un poids important puisqu'il est presque à 30%. Mais chez nous, c'est surtout la transformation industrielle, l'extraction du sucre, qui représente à peu près, enfin pas loin de 60% de cet impact. Finalement, la logistique transport se résume à 14% environ. Donc ça, c'est pour le sucre qui sort et qui est amené chez nos clients en moyenne. Mais si vous rajoutez la notion de packaging, qui représente une petite partie, c'est une petite partie de notre volume qui est packagé et conditionné pour être vendu dans les supermarchés, vous voyez que ça peut avoir un impact considérable également, puisque ça peut doubler finalement l'impact carbone selon les packaging, notamment pour le packaging en bûchette. Et vous voyez même que le packaging boîte box, qui avait fait un peu le buzz il y a quelques années parce qu'il s'agissait de plastique biosourcé, donc fabriqué, c'est presque du sucre transformé en plastique,
a quand même un impact important. Donc cette étude nous a permis de réfléchir sur notre démarche et d'engager des actions. Et par exemple, on a du coup arrêté la boîte box, qui n'existe plus, mais également modifié le packaging qui était le moins impactant pour l'alléger en plastique et introduire du papier. Et ce sont les produits que je vous voyais en visuel ici. On a réduit à la fois le poids global, mais également la teneur en plastique, puisqu'on a réduit de 72% le plastique de ces emballages. Si bien qu'en travaillant de cette manière, en ajoutant quelques réflexions côté culturel, on a réduit de 13% l'impact global de ces produits suite à cette analyse. Alors évidemment, ça c'est une illustration intéressante et qui nous permet vraiment de mieux réfléchir et d'affûter notre démarche, mais elle s'inclut dans une démarche beaucoup plus globale qu'on a démarré déjà depuis plus de 10 ans de réduction de notre empreinte gaz à effet de serre et dans ces 4 domaines que vous avez vus. Donc je n'ai pas assez de temps pour tous les passer en revue, mais mon témoignage porte surtout sur la transformation, donc je vais plutôt m'attacher à parler des pavés bleus. Quand on veut décarboner, quand on veut réduire notre empreinte carbone, c'est des outils assez classiques, mais je les rappelle malgré tout. C'est déjà produire de l'énergie avec une meilleure efficacité, c'est-à-dire qu'avec le même volume de combustible, faire plus d'énergie. Et en sucrerie, nous avons déjà depuis des dizaines d'années des chaufferies avec une cogénération, c'est-à-dire qu'une turbine à vapeur attelée à la chaufferie, à la chaudière vapeur, qui permet de maximiser la production d'énergie. Donc ça, c'est un point sur lequel on continue de travailler, notamment en modernisant nos chaufferies et les rendre plus efficaces. Et puis, le deuxième point, c'est bien sûr travailler sur les économies d'énergie, c'est-à-dire que la meilleure énergie, c'est celle que je ne consomme pas. Mais bon, comme je l'ai dit, extraire le sucre de la betterave est consommateur d'énergie. Et donc, on y travaille également, depuis de nombreuses années également. Mais déjà, sur les 10 dernières années, on a encore réussi à réduire d'à peu près 10% notre consommation d'énergie pour faire le même volume de produits. Et puis, le projet de décarbonation que j'ai plutôt ciblé sur le 3e pavé, c'est substituer les énergies fossiles par des énergies type biomasse. Et là, il y a des sujets déjà plutôt anciens, mais sur lesquels on a déjà bien travaillé avec des chaudières biomasse, chaudières base bois. On a tenté aussi avec de la paille, mais ça marchait moins bien. Donc on a 3 chaudières, par exemple, biomasse dans le groupe, et on va continuer le travail, la conversion. Mais aussi, aujourd'hui, on parle aussi de biogaz, et c'est pour nous source de nombreuses idées et de nombreux projets qui nous permettent d'envisager une décarbonation à l'horizon 2050, comme ça a été indiqué. Et puis, le 4e sujet, c'est tout ce qui tourne autour de l'économie circulaire et l'écologie industrielle. C'est vrai que la betterave est une plante très intéressante de ce point de vue-là, puisque rien ne se jette. On utilise tous les produits et sous-produits, et on les recycle, soit dans le process, soit en agriculture. Alors, tout cela s'inscrit... tiens, je vais appuyer sur le bon. Si, pardon. S'inscrit dans les engagements qu'on a pris en 2010 et pour les atteindre en 2020. Donc là, je vous rappelle ceux qui ont une pertinence par rapport aux propos. Et notamment, vous voyez la baisse d'émissions de gaz à effet de serre. Alors là, pour le coup, des gaz à effet de serre de type PNAQ, ETS, donc qu'on mesure et qu'on quantifie très précisément, et qu'on a baissé de 22% en 10 ans. Un petit mot peut-être sur l'eau, qui est un peu hors sujet, mais on voit qu'on a fait aussi beaucoup de travaux pour réduire notre consommation d'eau, notre prélèvement d'eau dans le milieu naturel, puisque la betterave contient énormément d'eau au départ, et donc en fait, on s'est équipé d'outils technologiques pour extraire cette eau et la réutiliser. Tout cela, bien sûr, s'inscrit dans nos engagements RSE au sens large. Donc je refais une petite minute pub sur le rapport RSE. Vous pouvez y accéder, bien sûr, par Internet, mais ceux qui sont intéressés peuvent venir discuter après, si vous le souhaitez, et dans lequel on affiche notre ambition, devenir leader de la décarbonation. Alors j'avais un tout petit sujet, je ne sais pas s'il me reste un peu de temps. On peut y aller. Alors, un tout petit sujet pour parler de bio, puisque là, je vous ai parlé des grandes tendances et de la démarche principale. Néanmoins, on a estimé que c'était intéressant pour nous de développer une filière bio. On est les premiers en France à le faire. Et on a déjà produit du sucre bio. Donc voilà, on lance un nouveau produit en ce moment, pour lequel vous avez le résultat en bilan carbone, toujours fait dans le cadre de cette démarche d'éco-conception avec l'ADEME. Et vous voyez que l'agriculture bio, malgré la perte de rendement finalement, qui est un élément quand même à intégrer, parce que
Qui dit perte de rendement de 30%, ben dit 30% de personnes en moins qui vont avoir accès au sucre, mais ça c'est un commentaire en off, mais qui est intéressant à intégrer. Vous voyez quand même qu'on arrive malgré tout à avoir moins d'impact, même si, comme on est au début du lancement de la filière, aujourd'hui cet impact, ce gain est largement malheureusement compensé par des pertes de toute la filière logistique par exemple, puisque les agriculteurs bio sont plus dispersés que les agriculteurs traditionnels, et puis aussi des calages de transformation, puisque pour extraire le sucre, il y a un petit peu de calage, on est aussi un peu moins bon sur le bio. Voilà, donc, mais on croit au fait que cette filière bio, en tout cas, on souhaite la développer parce qu'elle nous permet d'avoir un peu un laboratoire d'idées et d'approches culturales qu'on espère pouvoir décliner, déployer sur l'ensemble du tas de betteraves. Merci de votre attention. Alors, merci Michel et merci aux différents intervenants qui ont pu, par leur retour d'expérience, présenter la prise de conscience déjà du secteur agroalimentaire. Si vous ne le saviez pas maintenant, vous en êtes persuadés. Et puis, c'est vrai qu'on peut voir que, à la fois du côté industriel, mais ça, on sait déjà que les industries travaillent sur l'énergie, etc. Mais on peut se rendre compte que, finalement, à chaque maillon de la chaîne alimentaire, il y a des choses à faire au niveau des émissions de carbone et que toute la filière y réfléchit, que ce soit à la production primaire, la transformation, le conditionnement, etc. Voilà. Donc, merci aux intervenants. Merci à vous d'avoir pu assister à cet atelier. Je ne sais pas si vous avez pu poser des questions directement sur le site. Moi, je dois dire que je n'arrive pas à les lire. Donc, toutes mes excuses. Néanmoins, si vous souhaitez poser une question, il nous reste quelques minutes. N'hésitez pas à lever la main et à parler fort derrière votre masque pour nous transmettre la question à un de nos intervenants, si vous le souhaitez. Oui. Oui, c'est un étiquetage carbone sur les produits alimentaires qui avait été testé. Qu'est-ce que nos intervenants en pensent ? Donc, sur l'étiquetage carbone, pour que tout le monde entende bien, est-ce qu'il y a déjà des tests ? Est-ce que vous avez connaissance d'essais en cours ? Est-ce que ça fonctionne ? Allô ? Oui. Alors, je suis désolée, mais moi je suis vraiment sur l'amont, donc pas du tout sur l'aval de la filière. Je pense que mon voisin va avoir plus de choses à dire au niveau industriel. Je suis vraiment sur la production laitière dans les élevages. Oui, alors évidemment, on en entend parler, évidemment. Et il y a un projet qui se fait au niveau européen, il y a aussi un projet qui est un peu plus avancé au niveau français. Et il y a surtout beaucoup de difficultés des méthodes et d'approches. Donc je dirais c'est encore un peu nébuleux pour pouvoir décider quels sont les paramètres, de quelle manière on les affiche, de mon point de vue en tout cas. Et du coup, ça suscite beaucoup plus de questions que ça n'apporte de réponses à notre niveau. Donc je dirais notre approche aujourd'hui, elle est plutôt en guise d'attente, en tout cas d'attente de la position européenne pour y voir plus clair et se lancer. Mais on s'y prépare et c'est pour ça tout ce que je vous ai présenté sur tout le travail qui a été fait sur les bilans ACV, aujourd'hui on maîtrise ces outils, tous nos produits sont couverts et on sait mieux sur quel levier agir. Mais on s'y prépare, mais on n'est pas moteur et leader par contre sur ce sujet-là. Pour compléter, au niveau européen, il y a d'abord eu la politique de mettre en place une méthode harmonisée, puisqu'un étiquetage suppose qu'on a les mêmes méthodes de calcul de l'empreinte carbone. Et du coup, c'est tous les travaux qui ont lieu dans le cadre du PEF, c'est Product Environmental Footprint. Et donc, ces méthodes-là ont été proposées et validées pour différents secteurs. Et je sais que pour, en tout cas, l'industrie laitière, la méthode a été validée. Donc maintenant, on est plutôt sur la phase de déploiement de cette méthode pour calculer l'empreinte environnementale des produits. Et donc, l'affichage viendra après. Voilà. Ouais, peut-être juste pour compléter, c'est un peu un serpent de mer. Enfin, depuis Grenelle, je pense qu'on en parle, enfin, même avant. Il y a eu des tentatives, comme avec le bilan carbone produit, enfin, je pense que vous avez entendu parler. Ça revient, nous on est toujours à l'affût, en tout cas à l'écoute sur ces sujets. Ça revient, c'est revenu à travers la Convention citoyenne sur le climat qui propose un affichage carbone des produits de façon systématique. Donc là, sachez quand même qu'il y a des réflexions qui sont menées entre diverses associations, bureaux d'études et tout, pour relancer un peu le sujet.
Je vais faire peut-être juste une pub pour des collègues qui sont... enfin, pour un bureau d'études, je ne devrais pas le faire, mais Éco de l'Initiative qui a lancé une application qui s'appelle Étiquetable. Étiquetable c'est un peu les prémices finalement de l'affichage carbone des produits sur l'alimentation qui permet d'avoir un certain nombre de données. Je vous conseille de regarder là-dessus. Je sais qu'ils ont travaillé par exemple avec La Fourche, qui est une épicerie en ligne bio, voilà. Et donc du coup tous les produits sont étiquetés carbone. Donc il y a quand même des réflexions, ça revient. J'espère que dans le projet de loi, l'étiquetage carbone sera retenu, en tout cas ce qu'avait proposé la Convention citoyenne sur le climat. Mais voilà, on est dessus et c'est un vrai sujet, mais il a 15 ans d'existence, je pense. Donc voilà. Oui, derrière, la dame derrière. Dans l'outil Cap 2 oui, il est pris en compte. C'est-à-dire que si effectivement vous avez une part importante d'aliments qui est importé d'outre-mer et notamment d'Amérique latine, ça va avoir un impact plus fort. Ouais. Oui. Oui, le transport est assez faible comme impact. Et effectivement, on prend en compte l'impact de la production de matières premières agricoles à l'étranger, voilà, dans l'alimentation des animaux. Et nous, on produit un peu de ce produit d'ailleurs. La pulpe de betterave est appréciée des... Peut-être juste pour rebondir, parce que c'est un vrai sujet, enfin, pour le coup c'est une vraie question. Et quel périmètre et qu'est-ce qu'on prend en compte quand on parle d'inventaire? Et j'aurais tendance à vous conseiller, mais c'est vrai aussi pour les interventions qui ont été présentées ici, quand vous parlez d'objectifs de réduction ou d'inventaire des émissions, n'hésitez pas à préciser le périmètre, parce que là, du coup, c'est vrai qu'on a vu c'est pas un reproche, hein, je fais mon travail d'association bilan carbone, mais on a vu des objectifs, moins 20% à l'horizon 2025, par exemple, mais je ne sais pas du tout sur quel périmètre, donc du coup, j'ai du mal à me dire si vraiment l'enjeu de décarbonation est à la hauteur ou pas, vous voyez ce que je veux dire, enfin, c'est un vrai travail, et nous, en tout cas, on milite pour aussi éviter des messages dire je suis une entreprise, je me fixe la neutralité carbone à l'horizon 2021-2022 sur un périmètre qui représente 5% de mes émissions. C'est un premier pas, mais c'est pas ça qui va faire avancer la transition, quoi. Donc voilà, c'était juste un petit message. Alors juste pour rebondir, pour préciser, donc le périmètre de réduction de l'empreinte carbone de 20% à l'horizon 2025, c'est le périmètre France. Sur la partie production laitière, ça engage donc tous les éleveurs français. Et ensuite, il y a également, dans le cadre de la démarche RS, donc de responsabilité sociétale de la filière laitière française, un engagement au niveau de la transformation d'une réduction de 15% de l'empreinte carbone, ce qui fait au global un engagement de réduire de 17% l'empreinte carbone au niveau lait sorti usine, voilà, à l'horizon 2025. Merci beaucoup. Je suis désolée pour les questions qui restent. On a déjà un petit peu de rab sur le temps de la salle. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés, d'avoir participé. Oui, sorry. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir sur notre stand, donc le stand PL34, ou bien sur le site internet de la coopération agricole pour avoir plus d'informations. Merci.